Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de l'écriture chinoise cette fois-ci. On va tâcher de répondre à la question suivante, mais qu'est-ce qu'un caractère chinois? Alors à tous ceux qui ne connaissent pas l'écriture chinoise, c'est le moment ou jamais de le découvrir. Allez, c'est parti! Tout d'abord, l'écriture chinoise est une langue non alphabétique. En effet, elle n'utilise pas un alphabet comme de nombreuses langues qu'on a l'habitude d'apprendre, mais elle utilise ce qu'on va appeler les caractères chinois. Alors, on appelle ça aussi des pictogrammes, parfois des idéogrammes. Vous pourrez aussi entendre le nom de signes chinois ou encore symboles. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans une autre vidéo, nous essaierons de faire un petit peu le tri dans toutes ces appellations, voir qu'est-ce qui convient pas, et comment peuvent se classer ou se différencier les différents caractères chinois. Alors, c'est vraiment l'écriture chinoise qui fait la particularité de la langue chinoise, et d'ailleurs, c'est elle aussi qui participe au mythe de la langue chinoise comme étant difficile. En effet, un des principaux dictionnaires chinois répertorie 60 000 caractères chinois différents. On va voir dans le détail tout à l'heure ce que c'est exactement qu'un caractère, pourquoi on dit caractère et non pas mot. Mais en tout cas, sachez d'ores et déjà qu'on estime à un minimum de 3000 le nombre de caractères nécessaires pour pouvoir lire différents supports de lecture, comme par exemple le journal. Et à titre de référence, un étudiant bachelier, lui, à la fin de ses études, connaît environ 5000 caractères. Bon, ça c'est pour vous donner quelques petits repères chiffrés. La langue chinoise n'est donc pas une langue alphabétique, elle utilise des caractères, mais ça ne nous dit toujours pas ce que c'est qu'un caractère. Alors c'est une notion qui est un petit peu difficile à appréhender quand on ne connaît pas du tout l'écriture chinoise, donc je vais essayer de vous donner quelques repères. On pourrait déjà commencer par dire qu'un caractère c'est un sens, une unité sémantique. Voyons voir tout de suite un exemple. Ce caractère-là, par exemple, va signifier pays. Néanmoins, il ne sera jamais utilisé seul pour signifier pays. Il va être associé avec d'autres caractères pour former un mot. Alors, voyons tout de suite, par exemple, à gauche, guojia. Le mot pays est composé du caractère guo à gauche et du caractère jia à droite. Le mot Chine, Zhongguo, est composé du caractère Zhong à gauche et du caractère Guo à droite. Et c'est ensemble l'association de ces deux caractères-là qui vont signifier le mot Chine. Idem pour la France, composé de deux caractères, Fa et Guo à droite. Alors que, on l'a dit tout à l'heure, hein, les dictionnaires de caractères donc recensent 50 à 60 000 caractères, mais en revanche, il y a beaucoup plus de mots que ça, puisque les mots chinois sont formés de, la plupart du temps, de 2 caractères, parfois 3, plus rarement, beaucoup plus rarement, 4 caractères. Il y a 5% des mots seulement qui sont des caractères tout seuls. La plupart des mots sont donc des caractères combinés entre eux. Donc ça, c'est une première information importante à comprendre. Le caractère, c'est aussi un son monosyllabique. Donc reprenons notre exemple du pays. Ce caractère-là va se prononcer guo. Il correspond donc à une syllabe, une prononciation. Ainsi, si on voit une phrase qui comporte 5 caractères, ce sera une phrase qui se dira avec 5 syllabes. Dans cet exemple, donc on a bien 5 caractères et écoutez, ça donne wo, shi, fa, guo, ren, dit de manière très découpée. Un peu plus vite, wo, shi, fa, guo, ren. Mais de quoi sont-ils faits ces caractères? Comment sont-ils organisés? Bien, tout d'abord, ils se composent d'un certain nombre de traits. Donc les traits s'écrivent dans un sens et dans un ordre établi avec des règles précises qu'on apprend quand on commence sa formation en chinois. Donc les caractères peuvent comporter un nombre variable de traits. Le caractère le plus simple
donc s'écrit avec un trait, il s'affiche à gauche à l'écran, donc c'est I, et un des caractères les plus complexes, en l'occurrence Nang, celui qui est écrit ici, comporte 36 traits. Pour chaque caractère en fait qu'on apprend à écrire et à lire, on va déjà les décomposer en traits en fait. À noter que les caractères sont absolument invariables. Il n'y a pas du tout de marque du pluriel ou du féminin qui va se poser sur le caractère. Un caractère s'écrit toujours de la même façon, peu importe quel rôle il joue dans la phrase. Donc ça, c'est une première des informations importantes à comprendre. Les caractères également s'écrivent à l'intérieur d'un espace carré. Là où nous, en France, ou en tout cas avec les langues alphabétiques, on utilise souvent l'interligne comme repère pour former les gabarits de nos lettres et pour voir comment former les lettres les unes par rapport aux autres. Eh bien, les caractères chinois, eux, s'écrivent à l'intérieur d'un espace carré. Peut le voir tout de suite dans l'exemple qui s'est affiché, où on a un caractère qui se situe au centre du carré sans en toucher les bords. Et ainsi, chaque caractère, peu importe le nombre de traits qui le composent, doit utiliser le même espace à l'intérieur de son carré. On ne doit pas être trop à gauche ou trop à droite ou être écrit trop gros. Il y a une histoire d'harmonie à trouver en fait. On va le voir tout de suite dans ce poème de Li Pai qui va s'afficher. Ce poème qui s'intitule Songe d'une nuit calme, vous pouvez constater que tous les caractères sont disposés, en fait, comme s'ils étaient inscrits à l'intérieur d'un tableau dont on peut imaginer les colonnes et les lignes. On voit bien cet espace carré de chaque caractère. Alors pour revenir à l'idée de la syllabe de tout à l'heure, dans la première phrase, Chuang Tian Ming Yue Guang, par exemple, on a donc 5 caractères, 5 syllabes. Ce qui est très différent par rapport à une langue alphabétique, c'est que on peut être capable de voir un caractère, d'en connaître le sens, sans pour autant savoir comment il se prononce, et donc se retrouver en difficulté lors de la lecture. Bon, ça peut aussi arriver qu'on découvre un caractère et qu'on ne sache ni ce qu'il signifie, ni comment il se prononce. Ça arrive même très souvent quand on apprend le chinois. En fait, pour comprendre un petit peu ça, je trouve que l'analogie avec le chiffre arabe fonctionne bien. C'est-à-dire que si vous voyez le chiffre 1, vous allez savoir ce qu'il signifie, mais par contre, pas forcément comment il se prononce, parce qu'en français, il se dira un, en allemand, ce sera ein, en anglais, one, etc., etc. Chaque langue a sa propre prononciation. Par contre, la graphie reste inchangée et ne nous dit pas comment il se prononce. Donc, c'est vraiment quelque chose de très différent par rapport à la langue alphabétique. Ce qui fait qu'en fait, on peut être en mesure de reconnaître un grand nombre de caractères euh, sans pour autant être capable de les prononcer à voix haute, ni toujours être capable de les écrire. Parce on est toujours, c'est toujours plus facile de reconnaître que de produire. Donc quand on aborde la question des caractères chinois, il y a très vite cette notion de caractère passif et caractère actif. Les caractères passifs sont ceux que on est capable de reconnaître, de lire et souvent d'oraliser. Et les caractères actifs sont les caractères qu'on est capable d'écrire sous la dictée, qu'on a parfaitement mémorisé. Et donc il y a un petit peu deux niveaux avec cette écriture. Il peut y avoir un niveau de lecture et un niveau d'écriture. Si bien que quand on apprend le chinois, se pose très vite la question, le problème de la mémorisation. On a parlé tout à l'heure d'un seuil de 3000 caractères à connaître, donc je dis bien en lecture, pour être capable d'aborder des supports comme le journal, etc. Alors comment on va faire pour mémoriser tous ces caractères? Bien, voici quelques techniques. Il y a tout d'abord le geste. C'est pour ça qu'apprendre l'ordre et le sens de trait, les respecter, se conformer à ça et tracer de manière
assez rigoureuses et identiques les caractères lorsqu'on les apprend, ça va permettre d'avoir la mémoire du geste. Parfois, on est surpris, on ne visualise plus mentalement le caractère, mais dès qu'on commence à l'écrire, ça vient tout seul. Un peu, parfois en orthographe, ça fait ça aussi en français. On ne sait plus si ça prend deux P ou deux T, mais hop, en écrivant le mot, ça vient tout seul. Donc il y a cette mémoire du geste qui est très intéressante et qui va aider. Alors après, bien sûr, il y a la répétition. On a tous, je pense, toutes les personnes qui apprennent le chinois passent par les fameuses lignes de caractères. Donc ça, on aime plus ou moins, on a plus ou moins de facilité à se concentrer, mais de toute façon, répéter l'écriture, c'est une des clés de mémorisation. Bien sûr, donc plus on est exposé au caractère, donc plus on se force à lire, et ben plus on entraîne sa mémoire visuelle. Bien que parfois, c'est peut être un peu décourageant d'aborder un texte en chinois, puisqu'il y a toujours des caractères qu'on ne connaît pas. Mais néanmoins, se forcer à faire ce travail de lecture, ça va quand même accroître la capacité de mémoire visuelle. Ce qui peut aider aussi, c'est tout ce qui est autour de l'étymologie des caractères, ou du moins les petites histoires qu'on peut se raconter autour d'un caractère en les décomposant. J'aime bien donner cet exemple-là des 2 caractères qui sont affichés, qui se prononcent "xiu-xi" et qui signifient se reposer. On a à gauche le caractère "xiu" qui est composé d'un homme et d'un arbre, donc on peut visualiser un homme adossé à un arbre, sous le feuillage d'un arbre, et à droite, "xi", on a en haut, le nez et en dessous le cœur. Donc cet homme qui est adossé à un arbre, a le nez plongé dans le cœur. Donc en fait, il est tout simplement en train de se reposer. Et donc quand on se raconte des petites histoires comme ça permet vraiment de, bah, de mieux les mémoriser. On a une mémoire de l'événement qui rentre en jeu. Et enfin, les caractères chinois, euh, enfin certains caractères peuvent entrer en tant que composants dans d'autres caractères. Donc ça aide beaucoup aussi à la mémorisation. Donc dans l'exemple qui est affiché, on a à gauche la femme. Une fois qu'on sait écrire la femme, on va rencontrer ce caractère-là en composant à l'intérieur d'un autre caractère. En l'occurrence ici, dans le caractère hao, qui signifie bon, bien. Voilà, ce sera tout pour notre vidéo du jour sur les caractères chinois. Alors bien garder en tête que c'est pas évident en une seule vidéo et en quelques minutes d'appréhender ces notions complexes et c'est à force, en commençant à apprendre la langue, à force de manipuler, qu'on gagne en finesse et en compréhension sur ce que c'est que cette écriture. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne puisque on publiera d'autres vidéos sur l'écriture chinoise pour justement vous proposer d'aborder les différentes notions qui peuvent permettre de bien comprendre et de progresser en chinois. Alors on vous dit à bientôt, 再见